L'Assemblée nationale, elle a connu ses coups de chaleur là depuis qu'elle siège, depuis les élections législatives. On va y venir maintenant en parlant du statut des députés, de cette loi confiance pour, on ne dit plus moraliser la vie politique. Je crois maintenant on cherche d'autres. Confiance dans la vie politique. Voilà, on la confiance dans la vie politique. Donc on change de formule. On va en parler justement en débat avec Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines, et puis Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Et Néla Latrousse, journaliste politique BFM TV. Les députés vont travailler jusqu'au 9 août. Néla Latrousse, au cœur des débats, donc cette loi confiance. Où en est-on alors, puisque l'Assemblée nationale joue les prolongations? Quel est le point d'achoppement? Qu'est-ce qui pose problème en ce moment? Le point d'achoppement, c'est la réserve parlementaire. C'est-à-dire que jusqu'ici, les commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire une partie des sénateurs, une partie des députés qui ont été convoqués pour finalement rédiger un texte commun, ont réussi à se mettre d'accord à peu près sur tout. Et ce qui bloque, c'est vraiment cette réserve parlementaire qui est une somme allouée chaque année à des députés pour pouvoir subventionner, par exemple, des associations. Cette somme, elle est à peu près 130 000 € votée au moment de la loi de finances. Et aujourd'hui, on constate un grand clivage, notamment entre, arrêtez si je me trompe, mais à peu près l'ensemble des députés et la droite, les Républicains, puisque vous étiez pour, La République En Marche souhaite la supprimer, et les Républicains estiment que toucher à la réserve parlementaire, c'est toucher une fois de plus au lien qui existe entre un élu et son citoyen, entre un élu et ses associations, et le terrain local, en disant, voilà, la majorité, représentée par Madame Aurore Berger, jusqu'ici, a broyer, entre guillemets, le lien qui pouvait exister entre les députés et leurs citoyens. Donc ça, c'est le point d'achoppement. Mais qu'est-ce qui est déjà passé? Qu'est-ce qui a été voté déjà dans cette loi confiance alors? Dans cette loi, il faut savoir, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a deux parties dans cette loi. Il y a la partie ordinaire, c'est-à-dire tout ce qui peut être voté entre guillemets normalement, et puis il y a toute la partie organique, donc qui touche à des détails un peu plus techniques. Dans la hiérarchie des normes, c'est un texte, on va dire, un peu plus costaud pour simplifier. Et dans ces deux volets-là, dans le texte ordinaire et dans le texte organique, il y a tout un tas de choses. On trouve par exemple l'interdiction des emplois familiaux. On en avait beaucoup parlé pendant la présidentielle. Ça, c'est fait. On trouve aussi, en ce qui concerne les financements des parlementaires, une enveloppe IRFM, c'est-à-dire l'enveloppe de représentation des frais de mandat, qui va être géré désormais différemment, où les députés vont devoir justifier leurs frais, une partie de l'enveloppe qui est également supprimée. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve aussi tout un tas de dispositions sur les conflits d'intérêts. Pas assez pour la France insoumise, paraît-il. Mais par exemple, les députés ne peuvent plus exercer désormais non plus une activité de conseil ou de lobbying. Idem pour les assistants parlementaires qui ne peuvent plus être rémunérés par des lobbies. Éric Coquerel, vous allez jouer les prolongations. Rassurez-moi, vous êtes quand même satisfait, parce que vous paraît que la France insoumise râle beaucoup de travailler jusqu'au 9 août, là, mais c'est pour rétablir la confiance entre le peuple et les élus. Vous savez, c'est pas le fait qu'on travaille. Je pense qu'on a été un des groupes qui a été les plus assidus dans les débats et les plus présents. Donc c'est pas le fait de travailler, ça on est habitué. Mais simplement, d'abord, il y a des lois qui sont passées j'allais dire, de manière très bousculée en été, notamment la loi travail. Nous, on n'était pas d'accord sur la manière dont elle passe par ordonnance. Et puis, vous savez, on est comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous vous reposez, c'est le cas de votre métier également, vous reconstituez votre force de travail, notamment intellectuelle. Bon, c'est un métier, c'est un mandat sérieux, député. Vous faites les lois, etc. Bon, on va être, on compte être bien reposé pour fin août et se préparer sur la rentrée, notamment les mobilisations sur le travail et le travail au Parlement. Et c'est vrai qu'après deux campagnes et des débats comme nous venons d'avoir lieu, nous admettons notre fatigue et nous admettons que, comme tous les Français, sans démagogie, les députés, oui, ont besoin un peu de repos. C'est pas, on n'est pas des surhommes ni des surfemmes par rapport à ça. Mais pour notre part, je pense que personne ne pourra ne pas dire que nous sommes très présents à l'Assemblée. Aurore Berger, donc là, ça va, ça avance, le travail pour rétablir la confiance avec les citoyens. Vous êtes satisfait de ce qui est passé? Oui, ça avance, c'est conforme aux engagements qu'on avait pris dans le cadre de la campagne présidentielle. Et je pense aussi que ça nous a porté, dans le cadre de nos campagnes législatives, ce texte qui visait justement à retisser un lien de confiance. C'est vrai qu'il y a un vrai point de clivage sur la réserve parlementaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et puis au sein de l'Assemblée nationale. Les sénateurs disent que ça va casser aussi le travail local. Mais c'est pas, attendez, que ça va empêcher de maintenir en vie un certain tissu local. Oui, cette réserve c'est quand même incroyable, c'est de considérer donc que le lien entre des parlementaires et le tissu local se fait par de l'argent. Parce que c'est quand même ça. Ça veut dire qu'on avait un député ou un sénateur qui pouvait de manière discrétionnaire décider donc seul d'attribuer ou non des subventions
aux associations ou de l'argent à des collectivités locales. Il y avait un contrôle a posteriori pour vérifier que ces associations existaient bien, certes. Enfin, au final, le parlementaire, il était seul dans sa décision. Heureusement, le lien local, il existe autrement que par l'attribution de subventions. C'était le même débat sur le cumul des mandats, où la droite nous disait notamment qu'on allait casser le lien entre le parlementaire et le tissu local si on ne pouvait plus cumuler entre être maire et être député. Pour être aujourd'hui député et être, je pense, actif dans mon mandat, je ne sais pas comment il faisait pour cumuler un emploi, en tout cas une fonction de maire et une fonction de député. Si on fait sérieusement son travail, ça n'est pas possible. Éric Coquerel. Alors pour être objectif, le problème entre le Sénat et l'Assemblée, c'est pas seulement sur le problème de fond, c'est que le Sénat estime qu'en réalité, à partir du moment où vous mettez le mandat par comment dire, excusez-moi, vous voyez, je suis fatigué. C'est un processus, c'est une méthode qui n'existe pas dans la Constitution. En réalité, c'est voté chaque année au niveau du budget sur une ligne spéciale. Donc ils expliquent que mettre ça dans la loi organique, c'est un peu compliqué, mais il faudrait pour ça que ça soit constitutionnel. Donc c'est ça qui est contesté. C'est pour ça qu'elle passera la semaine prochaine, le 9 octobre. Mais au-delà du problème de fond, moi je suis d'accord, on est d'accord pour cette réserve parlementaire. On a même réussi à imposer que la réserve ministérielle soit enlevée également, parce qu'il n'y a pas de raison de pointer uniquement les parlementaires. Et ce qui nous pose problème sur cette réserve parlementaire, nous on a essayé des modèles un peu médians. On proposait par exemple que sur le terrain, ce soit des jurys citoyens qui en décident. Mais ce qui nous gêne là-dedans, c'est que ceux qui, là, aujourd'hui, souhaitent la conserver sont ceux-là même qui votent des budgets d'austérité depuis des années. La droite en particulier, les Républicains. Pas seulement, les gens d'En Marche aussi s'apprêtent à en faire, par rapport aux associations, par rapport aux collectivités territoriales. Et laisser penser comme ça que quelqu'un peut être, de manière discrétionnaire, peut décider seul une espèce d'aumône par rapport à des associations ou des collectivités que, par ailleurs, ils amoindrissent largement avec des budgets d'austérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça qu'on était pour supprimer la réserve parlementaire. Mais plus globalement sur cette réforme, ce que nous contestons, et vous avez parlé de changement de nom au fur et à mesure, c'est qu'on est passé d'une grande loi de la moralisation de la vie publique, d'accord, et c'est pour ça qu'on pointait la question des lobbies, la question des conflits d'intérêts, progressivement à une loi en fait en réalité qui ne pointe du doigt que les parlementaires. On a essayé de mettre au maximum des choses aussi sur les ministres, pourquoi pas le président de la République, là c'est tranquille. On a essayé de mettre des mesures sur le pantouflage pour la haute administration, les questions de conflits d'intérêts. Vous disiez que le Conseil, les missions de Conseil sont interdits, c'est pas vrai. On n'a pas réussi, par exemple, à faire changer que ceux qui aujourd'hui ont déjà une société de conseil puissent continuer à l'avoir. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a plein de députés d'En Marche qui ont déjà ce genre de procédé aujourd'hui, donc ils se sont préservés cet amendement. Bon, et donc là-dessus, on a fait en réalité une petite loi qui ne va pas changer la conscience des Français. Rien sur le contrôle des citoyens. On a demandé la révocabilité des élus. Ça serait de nature justement à permettre un vrai contrôle. Avec la 6e République, voilà, par exemple. On a demandé un certain nombre de mesures, par exemple sur la reconnaissance du vote blanc. On était tous d'accord, sauf En Marche, pour avancer là-dessus. Donc autrement dit, là pour le coup, on en reste à une petite loi et qui, dans la manière hyper présidentialiste que Emmanuel Macron instaure dans la politique aujourd'hui, vise surtout en réalité à culpabiliser les députés, même si les quelques mesures, on était d'accord, mais n'empêche, c'est pas comme ça qu'on va remettre la confiance dans la vie politique. J'aimerais répondre sur la question des conflits d'intérêts, parce qu'en effet, c'est aussi au cœur de cette loi. Qu'est-ce qu'on a décidé ? On a décidé qu'il ne pouvait plus y avoir d'effet d'aubaine. C'est-à-dire, en gros, je suis en campagne et j'ai de bonnes chances d'être élu. Tiens, si je crée ma boîte de conseil pour profiter de mon statut de parlementaire et ainsi pouvoir conseiller un certain nombre d'entreprises ou de fédérations. Donc ça, c'est plus possible. Oui, mais pourquoi avoir préservé les anciennes sociétés ? Expliquez-moi. J'essaie de finir. Oui, parce qu'il y a quand même un risque de conflit d'intérêts. Allez-y. J'essaie juste de finir. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas cet effet d'aubaine. Et donc, si vous avez créé votre entreprise il y a moins d'1 an, vous ne pouvez pas cumuler. Mais qu'est-ce qui se passe ? En effet, il y a un certain nombre d'entre nous qui sont des chefs d'entreprise. Est-ce que c'est un problème ? Moi, je ne le pense pas. Je pense que pour une fois, on a une Assemblée nationale qui a été renouvelée. Donc, en fait, on a le choix. Soit on continue comme avant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peu d'anciens collaborateurs. Dans la vie active à travers leur entreprise. Quoi, exactement. En fait, soit on continue comme avant. C'est-à-dire qu'on dit, il n'y a plus que des collaborateurs politiques qui deviennent des députés, ou il n'y a plus que des maires qui deviennent des députés, ou des députés qui le restent, ou des députés, on abandonne nos métiers, parce qu'on pense qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Vous ne pouvez pas gagner 5 700 € par mois pour avoir un mandat extrêmement important et continuer à avoir une activité professionnelle, c'est pas vrai. La question, elle n'est pas juste salariale. Moi, je vais vous donner 2 exemples de collègues qui sont en effet chefs d'entreprise. Vous avez le temps de le faire. Expliquez-moi. Est-ce que je peux finir ? Allez-y. Sinon, ça n'est pas compréhensible. Je suis pas sûre justement sur la confiance, si on a ce genre de débat qui sont incompréhensibles. Je vous juste 2 secondes. Je vous laisse répondre, comme ça je vous donne le temps. Vous êtes en train de dire comme ça permet à des gens qui n'étaient pas représentés à la société, ce qui n'est pas vrai pour les chefs d'entreprise. Les gens qui ne sont pas représentés, c'est les salariés du privé, les chômeurs, etc., les
ouvriers, ça, il n'y en a pas. Mais vous êtes en train de dire comme ça leur permet d'être représentés. Mais personne ne nous demande d'être député. Député, ça prend un temps entier. Vous venez de le dire, on a besoin de vacances les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes toute la semaine, soit dans votre circonscription, soit en mobilisation. Comment vous continuez à travailler? Comment vous continuez à être chef d'entreprise? On va juste à un moment prendre des exemples concrets. Moi, je prends l'exemple d'un collègue, Sylvain Maillard, qui est député de Paris. Il a créé son entreprise. Il a 80 salariés. Il fait quoi? Du jour au lendemain, il arrête son activité. Il a choisi de se présenter aux élections, donc il a une associé qui prend la place de gérance. Monsieur Coquerel, j'aimerais juste finir. C'est pas la réalité des entreprises et vous la connaissez mal. Je suis chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous faites quoi, Aurore Berger? Mais j'étais salarié dans le privé. Je suis chef d'entreprise, donc je la connais. J'ai pas vu la gérance. Est-ce que c'est possible de finir un propos ou pas? Parce que c'est pas comme ça qu'on rénove soi-disant la vie politique. Je crois que vous la rénovez pas, vous préservez l'intérêt. Non, on ne préserve aucun intérêt. Justement, on permet qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine. C'est ça le scandale. C'est que des gens qui se disent je vais profiter de mon statut de parlementaire pour pouvoir créer une activité de conseil et m'enrichir grâce à cela. C'est ça qui est scandaleux. C'est s'enrichir de manière éhontée parce qu'on est parlementaire. C'est de créer des droits particuliers pour des parlementaires. Que j'émette simplement une petite réserve. On peut se dire que la personne qui reste chef d'entreprise ou autre, de manière active, on peut le faire aussi en étant gérant, mais se dira là je ne peux pas voter cette loi parce que ça ira aussi à l'encontre de mon intérêt. Ils ne le feront pas puisque nous avons créé des dispositions qui permettent justement que les personnes ne le fassent pas et qu'on ne soit pas en situation de conflit d'intérêts. Ça s'appelle le registre des déports. Ce qui signifie concrètement que si vous êtes en risque de conflit d'intérêts, parce que dans votre passé professionnel, par exemple, vous avez conseillé des entreprises, eh bien, vous vous enregistriez en disant « moi, sur ce sujet-là, j'ai un risque de conflit d'intérêts, je ne vais pas le faire. » Je vais vous donner mon cas personnel. J'étais salarié dans le privé d'une agence, en effet, où on conseillait communication et conseil. Et j'ai conseillé un certain nombre d'entreprises. J'estime que j'ai acquis des compétences grâce à cela qui me permettent aussi d'être plus expert de certains sujets. Donc je ne vais pas me priver à un moment de pouvoir être partie prenante de débats. Par contre, je dirais pour quelles entreprises j'ai travaillé, je le déclarerai à la haute autorité dans justement ma déclaration d'intérêt pour que tout soit transparent. Et si en débat, il y a des votes, eh bien, je ne voterai pas pour qu'il n'y ait pas de risque de conflit d'intérêts. D'abord, il y a une inégalité parce que un salarié du privé, un ouvrier, un employé ou même un cadre, vous ne pouvez pas, comme ça, sa société ne peut pas estimer qu'à un moment donné, il va faire un temps plein, parce que c'est un temps plein à l'Assemblée et en même temps garder son emploi. Donc en réalité, tout ça est valable, soit effectivement pour des chefs d'entreprise qui vont déléguer mais qui vont garder leur gérance, des indépendants comme c'est le cas depuis des années, avocats et autres. Donc il y a une disparité sociale absolument terrible qui se passe. Et moi, ce que je crois, ce qu'il faudrait plutôt, c'est un statut de l'élu. Il faudrait vraiment plutôt travailler là-dessus, plutôt que de travailler à la va-vite, qui permettent de garantir effectivement que quelqu'un qui devient élu puisse, j'allais dire, être assuré de garder son activité en privé par des méthodes. Par exemple, quelqu'un est gérant comme je le suis, il laisse sa gérance et il est à peu près sûr de recommencer à le reprendre avec une entreprise qu'on peut même s'il confie son entreprise à un gérant, quand arrive un vote sur un secteur d'activité qu'il connaît bien, ça n'empêche pas éventuellement de voter pour ou contre. S'il n'est plus actionnaire et qu'il ne prend plus un centime, c'est quand même mieux que de continuer à garder une société qui fait du conseil, d'accord, à des entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas par rapport à son mandat direct, enfin on vit dans des groupes, donc les entreprises, on les côtoie, peut avoir une mission de conflit d'intérêts. Vous parliez de la question de la publicité faite à un moment donné, mais on a proposé que ça soit fait également pour les ministres. C'est-à-dire qu'ils doivent déclarer désormais justement les risques de conflit d'intérêts. Ça a été refusé. Autrement dit, moi ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on a une loi, sauf certaines choses qui encore une fois, je pense, sont adaptées à certains députés d'ensemble qui se retrouvent qui se retrouvent dans cette situation, mais on a une loi globalement surtout qui vise les parlementaires, qui amoindrit le Parlement et qui touche très peu au reste de la vie publique et de la confiance publique. Et ça, c'est un vrai problème. Et je crois qu'on n'agira pas comme ça sur la confiance qu'ont les Français dans la vie politique. On a une loi qui, pour moi, crée un principe simple. Être élu, c'est une situation exceptionnelle, mais ça ne doit pas créer des droits exceptionnels. Donc on met fin à des situations qui étaient des archaïsmes, comme la réserve parlementaire, comme des frais de mandat qu'on n'avait pas à justifier, comme les emplois familiaux. On met fin à ces archaïsmes-là et on encadre ce qui devait l'être et qui ne l'avait jamais été par le passé. C'est une avancée. Et d'ailleurs, preuve en est que quand on a voté le projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, seuls 4 députés ont voté contre. Merci, messieurs, dames, d'avoir éclairé celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale jusqu'au 9 août. Donc, on est d'accord. Hein. Et ensuite, peut-être que le 9 août, ça peut durer encore. Et ensuite, combien 15 jours de break?
Ouais, et après, il y aura a priori une session peut-être extraordinaire fin septembre, mais les commissions nous, on va se reprennent retrouver le dans la travail rue le 12 septembre contre la loi. Ah, mais c'est vrai que vous êtes élu, mais ensuite vous allez dans la rue. C'est assez paradoxal. C'est aussi notre travail de faire les deux. C'est pour ça qu'on est très petits. Je ne sais pas si les parlementaires sont rémunérés pour manifester. Mais si, bien sûr que si. Ça, c'est un autre débat et on l'aura dans BFM Story. Merci, messieurs, dames, d'avoir été avec nous.